Donc on va passer au dossier numéro 2. Donc il s'agit d'un homme de 63 ans qui consulte aux urgences en raison de douleurs abdominales intenses qui évoluent depuis 2 jours. À l'interrogatoire, vous retrouvez comme antécédent seulement une dyslipidémie traitée par Tahor. Et vous apprenez aussi que son père est décédé d'un cancer du côlon à l'âge de 48 ans. Donc, première question, est-ce que le patient est à risque de développer une tumeur colique maligne? Et est-ce que vous devez lui proposer un dépistage? Il faut justifier sa réponse. Donc ensuite, monsieur Cassé, en l'interrogeant, vous apprenez qu'il se plaint de douleurs d'intensité progressivement croissante, qui sont actuellement diffuses, mais qui ont débuté dans un premier temps dans la fosse iliaque gauche. Et par ailleurs, il n'a pas été à la selle du tout depuis 2 ou 3 jours. Pour lui, c'est vraiment inhabituel. Et ce matin, il a vomi 3 fois. Donc votre premier examen radiologique qui a été réalisé par son médecin traitant est ici. Donc la deuxième question, comment est-ce que vous avez complété l'interrogatoire et l'examen clinique? Et la troisième question, quel est le syndrome présenté par le patient et quelle étiologie suspectez-vous? Donc ensuite, la quatrième question, quels examens allez-vous réaliser en urgence? Donc vos premiers examens complémentaires reviennent. Donc vos examens biologiques avec une numération qui vous montre une hémoglobine à 11,2, des polynucléaires neutrophiles à 9410 pour un total de globules blancs à 11 560, des plaquettes à 452 000, une CRP à 34, un ionogramme sans particularité et une créatinine à 96. Voilà, vous faites un examen radiologique. Donc la cinquième question, est-ce que cela confirme votre hypothèse diagnostique? Et la sixième question, quels sont les traitements possibles en urgence? Donc ensuite, la septième question, votre bilan d'extension. Donc lors du bilan, vous retrouvez finalement une tumeur classée stade B de la classification d'Hassler-Koller. La huitième question, à quoi cela correspond-il et quel traitement allez-vous envisager? Donc la neuvième question, quelle est votre surveillance à la fin du traitement, en imaginant que tout s'est bien passé? Donc on va passer à la correction. Est-ce que le patient risque de développer une tumeur colique? La réponse évidemment est oui. Il a un âge supérieur à 50 ans, il a un antécédent familial au 1er degré. La dyslipidémie, c'est pas vraiment un facteur de risque reconnu. C'est très discuté. Donc ensuite, le dépistage que vous avez proposé, c'est un dépistage personnalisé, contrairement au dépistage de masse. Donc le dépistage personnalisé dans les cas comme ça de risque élevé, c'est une coloscopie totale après préparation, tous les 5 ans à partir de l'âge de 45 ans. Avec à chaque coloscopie l'exérèse d'éventuels polypes, la biopsie de toutes les lésions suspectes et évidemment l'examen anatomopathologique qui est indispensable. Donc je vous rappelle juste pour le dépistage que la différence avec le dépistage personnalisé, c'est le dépistage de masse. Dans le cadre du cancer du côlon, ça se met tout doucement en place. C'est un test en fait qui repose sur le test Hémoculte, qui est la recherche de sang dans les selles. C'est tous les 2 ans chez les patients de 50 à 74 ans qui n'ont pas de facteur de risque particulier. Donc, comment complétez-vous l'interrogatoire et l'examen clinique? Donc d'abord l'interrogatoire, vous allez chercher, comme je vous ai dit, qu'il devait avoir des coloscopies, s'il en a eu tout simplement, et les résultats et la dernière en date. Les autres antécédents, en particulier digestifs, les maladies inflammatoires de l'intestin qui sont très à risque de développer des tumeurs. Donc tout ce qui est maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. Et ensuite les antécédents d'épisodes identiques. Donc ensuite vous allez rechercher d'autres symptômes. Donc pas forcément des symptômes dans le cadre de l'épisode actuel, mais s'il a déjà eu des rectorragies, des mélénas, ça va vraiment vous orienter. S'il a des douleurs abdominales qui sont apparues récemment, évidemment un amaigrissement, une altération de l'état général, une asthénie, des troubles du transit qu'il n'avait pas avant, un fébricule qui persiste, ou
Dans le pire des cas, des douleurs osseuses, des troubles neurologiques, généralement on s'en serait aperçu avant. Donc sur l'épisode actuel, vous allez rechercher un arrêt des gaz. Il y a déjà l'arrêt des selles, donc ça va vous orienter. L'aspect fécaloïde des vomissements, c'est pas obligatoire, surtout dans les cas d'occlusion comme ça. Et associé à tout ça, température et frissons qui vous orienteraient vers une complication septique de l'occlusion. Donc dans ce cadre-là, ça serait plutôt une perforation du côlon. Donc l'examen clinique. On va commencer par l'examen abdominal. Vous allez rechercher donc le météorisme, le tympanisme. Dans le cadre d'une occlusion, vous l'avez souvent, une masse abdominale. C'est assez rare de la palper, mais on ne sait jamais s'il est maigre. Une défense, une contracture, qui vous orienterait vers un traitement en urgence. Et évidemment, le toucher rectal, qui est plus qu'indispensable dans ce contexte. Ensuite, la recherche de signes de déshydratation. Je vous rappelle que la complication de l'occlusion, c'est le troisième secteur, c'est-à-dire une déshydratation globale. Donc vous allez rechercher un pic cutané, une hypotension, une tachycardie, une soif intense. Voilà. Et au niveau de l'examen général, vous n'oubliez pas l'auscultation cardio-pulmonaire. Et surtout l'examen général, le poids, ça ira plutôt dans le cadre d'une altération de l'état général. Donc ensuite, le syndrome présenté par le patient. Donc c'est un syndrome occlusif qui est bas, donc lié au côlon. Donc devant l'arrêt des matières et des gaz, les douleurs abdominales et les vomissements plus tardifs. Ça, c'est les trois piliers du syndrome occlusif. Et là, vous les avez tous les trois. Et l'ASP, qui nous montre donc des niveaux hydroaériques plutôt coliques, qui sont plus hauts que larges, donc qui était vraiment typique. Donc ça nous oriente vers une occlusion colique. L'étiologie, dans ce contexte, ce serait plutôt un cancer colique qui est compliqué d'une occlusion. C'est un des grands mécanismes de découverte des cancers du côlon. Surtout des cancers du côlon gauche, je vous rappelle. Mais même le côlon droit peut se compliquer d'occlusion. Donc les examens à réaliser en urgence. Donc on va faire des examens biologiques de débrouillage, une numération, un ionogramme, une fonction rénale, une CRP. Pas besoin forcément de compléter plus les examens biologiques. Et les examens d'imagerie, un scanner abdominal, donc avec injection de produits de contraste en l'absence de contre-indication. Et dans le meilleur des cas, si vous pouvez, pas toujours facile en urgence, une opacification basse, puisque là vous suspectez une occlusion colique, donc l'opacification va vraiment vous mettre en évidence le siège de l'occlusion. Le scanner, ça va vous permettre de rechercher d'abord des signes de gravité, on est dans le cadre de l'urgence, s'il y a une perforation colique, si vous avez un épanchement abdominal, un pneumopéritoine, et de rechercher l'étiologie. Donc vous allez voir le type de sténose du côlon. Donc ensuite, vous avez vos premiers examens qui reviennent. Mon examen biologique, il n'y avait rien du tout de dramatique. On avait un examen d'imagerie, bon, qui est un grand classique du concours de l'internat. C'est vrai qu'en pratique, on ne le réalise pas souvent, mais c'était l'occasion de vous le montrer. Donc c'est un lavement baryté, et vous voyez à cet endroit-là une grosse sténose du côlon. Là, le produit passe, c'est pas toujours le cas, et vous voyez qu'en amont, le côlon est un petit peu dilaté. Voilà. Donc c'est effectivement une image. Donc vous voyez la sténose qui est pas très régulière, qui est plus de ce côté-là que de l'autre côté, qui est un petit peu rongée. On voit peut-être pas très bien sur cet examen, mais c'est un des signes. Donc ça, c'est vraiment très évocateur d'une tumeur maligne. Voilà. Contrairement à une tumeur bénigne où vous auriez vraiment une tumeur régulière, une sténose très régulière avec les deux côtés atteints, ça ferait plutôt évoquer une sténose inflammatoire ou d'autres étiologies. Donc, est-ce que ça confirme votre hypothèse diagnostique? Donc, oui. Donc, ça confirme bien, on a dit, une sténose colique, ce qu'on appelle entre oignon de pomme. Et tout ça, c'est très évocateur d'une tumeur maligne. Donc les traitements possibles en urgence, là le patient il vient parce qu'il est en occlusion. Donc il va déjà falloir traiter l'occlusion dans un premier temps, on s'occupera de traiter la tumeur dans un second temps. Donc en urgence, les traitements possibles qu'on a à disposition, c'est soit une stomie de décharge, c'est la plus simple. C'est un quart d'heure de bloc. C'est juste aller drainer les selles au-dessus de la tumeur.
La résection du côlon gauche avec une stomie colique terminale, c'est ce qu'on appelle la technique de Hartmann, qui est assez souvent réalisée, surtout quand vous avez une perforation associée ou un risque de perforation élevé au niveau de la tumeur, ça permet déjà de traiter cette complication éventuelle. Des techniques maintenant plus récentes et qui sont quand même plus agréables pour le patient, c'est la mise en place d'une prothèse colique. C'est de plus en plus réalisé, ça marche moyennement bien, ça dépend des cas. Quand c'est des sténoses très serrées, ça marche pas, mais pour des patients qui sont en subocclusion, ça marche très bien. Ça permet de la poser par coloscopie, ça permet de ne pas avoir de stomie et de traiter tranquillement la tumeur dans un second temps. Et c'est très bénéfique pour le patient puisqu'il n'aura jamais de stomie. Donc c'est quand même un gros bénéfice. Ou alors une résection anastomose en un temps, c'est très rarement réalisé. Il y a des équipes qui le font sur Paris, mais pas beaucoup. C'est assez dangereux puisque vous savez que quand on coud un tube digestif dans un milieu inflammatoire ou dans un milieu comme ça d'urgence, ça a toutes les chances d'avoir un lâchage de suture, donc toutes les chances d'une péritonite secondaire. Donc c'est pas très apprécié des chirurgiens en général, donc c'est pas souvent réalisé. Donc là vous avez un patient en occlusion, donc on va compléter le traitement par une sonde nasogastrique en aspiration douce, parce qu'il a déjà vomi 3 fois. On va le réhydrater. Bon là on n'avait pas un bilan biologique catastrophique, mais on va prévoir. Et on va le surveiller. Donc en fonction de la chirurgie qu'on a fait, on va surveiller la reprise du transit, toujours les signes de déshydratation. Vous adaptez la réhydratation au bilan biologique et à ce que vous avez dans la sonde gastrique. C'est sûr que si elle donne 6 litres, vous allez avoir une hypokaliémie, il va falloir faire quelque chose. Et donc biologique, la surveillance surtout du ionogramme et un FSCRP en post-opératoire en prévention des infections. Donc votre bilan d'extension de cette tumeur, d'abord l'examen clinique, très important, il ne faut surtout pas l'oublier. Avec donc la palpation abdominale, la recherche de l'hépatomégalie, le ganglion de Troisier, comme dans tous les cancers digestifs et du petit bassin, l'auscultation pulmonaire et l'examen neurologique. Donc ensuite, il faut faire une coloscopie totale, c'est impératif. Donc c'est après préparation colique, s'il a une stomie, vous passez par la stomie. Mais de toute façon, avant de traiter la tumeur, il faut chercher s'il n'y a pas d'autres polypes, s'il n'y a pas d'autres tumeurs. Donc vous ne pouvez pas la traiter sans coloscopie. Il faut faire des biopsies. C'est ça qui va vous donner le diagnostic, avec évidemment l'anapathe. Voilà. Et donc ça vous permet aussi en préopératoire, pour le chirurgien, de savoir où est la liaison et d'essayer de prévoir une exérèse à minima selon l'extension qu'on aura vue en coloscopie. Donc les examens biologiques, donc on fait toujours une numération, un bilan hépatique et toujours les phosphatases alcanines et la calcémie. Les marqueurs tumoraux, donc dans le bilan d'extension, qui sont relativement peu importants, mais qui peuvent être utiles pour le suivi. Ils sont déjà élevés en préopératoire, ils vont devoir diminuer. S'il y a une rechute, ils vont réaugmenter. Donc ça peut être intéressant de les avoir au départ. C'est pas très nécessaire pour le diagnostic, mais c'est plus dans le suivi après. Donc les examens d'imagerie, on fait souvent un scanner. Vous le verrez pas forcément partout, mais en pratique, je crois qu'il n'y a aucun service de France qui traite les cancers du côlon sans avoir un scanner. Mais c'est vrai que dans les livres, c'est pas vraiment écrit. Donc l'échographie hépatique et la radio de thorax. Donc si vous avez le moindre doute, un scanner. Si vous avez le moindre doute sur une tumeur secondaire osseuse ou cérébrale, évidemment, vous complétez l'examen. Donc ensuite, on vous dit que le patient a finalement une tumeur classée en préopératoire stade B de la classification d'Hassler-Koller. Donc le stade B, ça correspond à un envahissement de la couche musculeuse, mais c'est sans envahissement ganglionnaire. Donc ce qu'on va lui proposer comme traitement, c'est un traitement curatif. Un stade B, ça se traite très très bien avec un taux de réussite très important. Donc le traitement de cette tumeur, ça va reposer sur un traitement chirurgical, puisque c'est un stade B, on est dans le cadre d'un traitement curatif. Donc l'intervention chirurgicale, on commence par une exploration abdominale, avec la recherche de l'extension locorégionale à distance, en particulier le foie. On fait une exérèse carcinologique de la lésion, donc une colectomie gauche, avec des marges de sécurité d'environ 2 cm, et un rétablissement de la continuité dans le même temps.
On fait un curage ganglionnaire. Et évidemment, on en envoie en anapathe toutes les pièces prélevées pendant l'opération. Si on est vraiment confirmé par l'anapathe qu'il s'agit d'un stade B, donc pas d'envahissement ganglionnaire, une résection R0, ça nous permet de ne pas proposer de traitement adjuvant. Je vous rappelle que dans le cadre du cancer du côlon, le traitement adjuvant, c'est surtout la chimiothérapie, donc le 5FU, les protocoles Folfox, etc., que vous connaissez, mais on ne va pas vous le demander. Je vous rappelle la résection R0. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement en fait l'anapathe qui nous répond sur les marges de résection. Si toutes les marges sont saines, ça veut dire qu'il n'y a pas de cellules tumorales en dehors, au niveau des marges de résection, donc au périphérie du prélèvement, c'est-à-dire qu'on est R0. Ça veut dire qu'on a a priori enlevé toute la lésion, il n'en reste pas, il n'y a pas de cellules. R1, c'est quand il reste sur l'analyse anapathe quelques cellules cancéreuses en périphérie de ce qu'on a enlevé. Donc a priori, il risque de rester des cellules dans le corps. Et R2, là c'est carrément notre cadre, c'est quand le chirurgien voit qu'il laisse de la lésion en place. Donc c'est quand l'exérèse totale s'avère impossible. Donc là on passe plutôt dans un stade de cancer assez avancé. Voilà. Donc ensuite la surveillance à la fin du traitement. Donc au départ, c'est une surveillance rapprochée qui va s'espacer de plus en plus. Donc puis espacée. Donc là, je vous ai fait un exemple. Bon, il y a pas mal de protocoles. Par exemple, tous les 3 mois pendant 1 an, puis tous les 6 mois pendant 2 ans, et puis tous les ans pendant 3 ans. Généralement, pour un cancer du côlon, s'il n'a pas récidivé au bout de 5 ans, on peut se dire que on est dans une phase de guérison. Donc à chaque consultation, si vous allez faire un examen clinique, donc je vous ai pas redétaillé tout l'examen, c'est évidemment toujours la palpation abdominale, le toucher rectal, qui est hyper important. Bon, évidemment, l'interrogatoire, lui demander s'il n'a pas de rectorragie, de méléna, d'amaigrissement, de douleur, de troubles du transit, tout ce qu'on avait vu au début. Ensuite, l'examen, la recherche d'une hépatomégalie, l'auscultation pulmonaire, la palpation des reliefs osseux et l'examen neurologique. Donc ensuite, les examens biologiques, donc c'est là que les marqueurs ont un intérêt. Donc ACE et CA19-9 dans le cadre de ce cancer-là. Et on peut faire une numération, surtout à la recherche d'une anémie. Vous savez que les cancers colorectaux ont tendance à vraiment saigner. Ça passe pas forcément toujours... c'est pas toujours vu par le patient. On peut très bien avoir une anémie fériprive avec des saignements à bas bruit qui passent dans les selles et le patient s'en rend pas compte, c'est possible. Donc, d'où l'intérêt de la numération. La coloscopie, qui est indispensable. Donc là, je vous ai mis total, évidemment, c'est de ce qui reste de son côlon. Mais généralement, on n'enlève pas tout le côlon pour un cancer. Donc, on le fait à 3 mois. C'est discuté, c'est surtout s'il restait sur la première coloscopie, par exemple, des polypes. Ou si on savait qu'il y avait d'autres lésions, on le refait à 3 mois. Sinon, on peut le refaire très bien 1 an, ça suffit. Et ensuite, tous les 3 ans, et puis tous les 5 ans, on repasse dans le cadre d'un dépistage personnalisé. Donc ensuite, les examens d'imagerie. Ça repose surtout sur l'échographie hépatique et la radio de thorax, qui sont indispensables. Au début, c'est conseillé tous les 3 mois, puis tous les 6 mois. Et au besoin, évidemment, un scanner abdominal, des radiographies osseuses ou un scanner cérébral.